Bonjour à tous. Voici plusieurs semaines que j'avais lu son livre et je piaffais de recevoir mon collègue, l'exigeant animateur et journaliste Martial Hassem. Martial Hassem a publié il y a quelques mois aux éditions Masaya ce poignant récit de Yopougon à New York. C'est un récit de vie plein de leçons de vie. Bonjour Martial. Bonjour Herman. Alors dans ce rendez-vous de la Cité des Livres, nous aurons nos traditionnelles rubriques. Et j'aimerais bien savoir, moi je m'intéresse très souvent aux exergues que mettent en avant les auteurs, parce que pour moi les exergues en disent long souvent, donnent des indications sur l'intention et du livre et de l'auteur. Votre exergue en ouverture de votre récit, c'est une pensée prise à Miles Monroe, Oui. Qui dit ceci: le cimetière est l'endroit le plus riche de la planète parce qu'on y trouve des gens qui n'ont jamais utilisé leur talent, des potentiels inexploités, des rêves qui n'ont jamais vu le jour. Dans les cimetières sont enterrés des livres avec L majuscule, qui n'ont jamais été lus. Est-ce que parce que peut-être on n'a pas raconté son expérience de vie, parce qu'on ne l'a pas fait, on est passé à côté de quelque chose? En fait, lorsque je mettais en avant ce passage-là, le but pour moi, c'était déjà, comme tu le disais tout à l'heure, d'indiquer mon intention. Mon intention première, c'était de dire qu'il y a des personnes sur cette terre qui vivent une vie, en fait, qui n'est pas la leur. C'est-à-dire qu'ils vont évoluer, ils vont exister, mais ils ne feront pas ce à quoi ils sont destinés. Parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, parce qu'il y a beaucoup de peur, parce qu'il y a beaucoup d'indécision. Est-ce leur faute? Je n'accuse pas ou je ne cherche pas à les faire culpabiliser. C'est une prise de conscience en fait à laquelle je veux emmener. Il faut que les gens sachent qu'on n'a qu'une seule vie et que cette vie-là, il faut lui donner du sens. Ouais. Pour moi, ça c'est très très important. J'ai beaucoup évolué et surtout dans ce livre, je parle beaucoup des questions d'opportunité. Peut-être qu'on va y arriver. Oui. Parce que les opportunités sont là à n'importe quelle occasion. Mais est-ce qu'on sait les reconnaître? C'est ça. Est-ce qu'on sait les saisir? Est-ce qu'on sait les sentir? Voilà. Est-ce que finalement, la seule opportunité qui pourrait faire changer, évoluer positivement notre vie, on ne l'a pas gâchée ou on ne l'a pas ratée. Donc pour moi, c'est une prise de conscience, amener les gens à le comprendre. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là, parce que pour moi, elle était assez révélatrice de ce que beaucoup de personnes vivent sur la Terre et il était important pour moi d'attirer leur attention. Et votre modèle absolu, c'est Kader Alors, Kader Ondaou, je ne parlerai pas de modèle absolu, mais je dirais tout simplement que c'est quelqu'un qui a été là à un moment crucial de ma vie. Et puis, qui vous a inspiré? Et qui m'a inspiré justement parce que quand j'écrivais ce livre, c'est comme si c'était déjà dans ma tête en fait. Ouais. C'est-à-dire quand il s'est agi de poser sur la page blanche l'avant-propos, c'est tout de suite à lui que j'ai pensé parce que je me suis dit, voici quelque chose qui aurait pu servir aux générations mais qui malheureusement n'a pas pu voir le jour. Alors, qu'est-ce qui en lui vous plaisait tant en tant qu'homme, en tant que professionnel de la radio? Ouais. En tant qu'homme, il était très humain. Ouais. C'était quelqu'un d'agréable, quelqu'un avec qui on ne s'ennuyait jamais. Et pourtant, c'était une grande star. C'était une grande star. Et puis, c'était quelqu'un de très humble. Je me rappelle quand nous, on a été recrutés à la radio, parce que nous, on arrivait à la radio à Fréquence en 2000. Et à cette époque-là, il avait déjà pris un autre chemin, c'est-à-dire qu'il avait commencé à présenter des émissions à la télévision, il voulait faire du sport également. En tout cas, il s'était éloigné un peu de la radio, parce que ça faisait quand même déjà peut-être 10 ans que Fréquence existait. Et quand nous, on a intégré la radio, il est venu nous voir et nous dit, les jeunes là, vous êtes la nouvelle génération, moi, je n'ai pas envie de lutter, c'est sur ce terme, mais je n'ai pas envie de lutter le micro avec vous. Comme pour dire que j'ai fait mon temps, c'est à vous d'évoluer. Professionnellement, c'était quelqu'un de très rigoureux, quelqu'un qui, on le sentait à l'antenne, investissait dans la préparation de ses émissions. Et donc pour moi, c'était aussi un grand frère qui n'a pas hésité à nous tenir la main, à nous accompagner sur le chemin, nous donner même des conseils, puisqu'il disait par exemple que vous allez faire un travail où l'hypocrisie
sera quelque chose de normal. Exactement. Voilà. Et c'est à lui que vous dédiez d'ailleurs Tout à fait, parce que non, livre. je pense qu'il a quitté la Terre trop brutalement, Et, tragiquement. et page 18, vous écrivez quelque chose de très intéressant. La profession d'animateur de radio et télé, lui, parlant de Kader Ndao, la profession d'animateur radio et de télé lui avait également permis, confessait-il, de mesurer la vraie nature des êtres humains dans ce qu'ils ont de meilleur et de pire. Il disait vouloir relater cette expérience dans ses mémoires qu'il envisageait d'écrire et dont, nous confia-t-il, il avait déjà trouvé l'intitulé. Ce que je dois au micro. Et puis, il y a ce qui sous-tend également votre démarche d'écriture. Alors, quand on a lu ça, on voit très clairement la première motivation, c'est alerter. Il faut faire plus attention, savoir saisir ses opportunités, mais en même temps partager, transmettre quelque chose. Surtout la procrastination, ne pas remettre à demain ce qu'on peut faire. Parce que quand Kader Ndao me montrait les premières pages de son livre sur son ordinateur, on était en 2000. Kader Ndao est décédé en 2017. Donc 17 ans se sont écoulés entre le jour où j'ai vu les pages de son manuscrit et le jour où malheureusement il nous a quittés. Donc je sais qu'il y a eu il a vécu beaucoup d'événements dans sa vie parce qu'en temps il est allé aux États-Unis, il a vécu une vie, bon, je ne sais pas si c'était celle qu'il souhaitait véritablement expérimenter et tout ça. Donc il y a eu beaucoup de choses qui peut-être l'ont emmené à mettre un bémol à ce projet. Mais pour dire aux gens que si vous avez un projet, si vous pensez que ce que vous allez accomplir est vraiment nécessaire pour vous, ne vous freinez pas. Moi, quand je voulais faire ce livre, lorsque l'occasion s'est présentée, je me suis automatiquement mis au travail. Je ne me suis plus arrêté. Sans vous poser de questions. Dès que j'ai écrit l'avant-propos, je ne me suis plus arrêté. C'est ça. C'est devenu une sorte de c'est un objectif. Voilà, c'était un rituel pour moi. Chaque jour, j'étais assis à la même place. Même quand il n'y avait pas d'inspiration, j'étais assis là quand même. Parce que pour moi, il était important de le terminer. Et voilà. Le premier trait de votre personnalité, à travers la lecture que moi j'ai faite de votre récit, c'est votre passion. La passion pour la famille, la passion pour les amis, les gens que vous aimez vraiment, la passion pour le métier que vous avez choisi. Et c'est ce qui vous a permis, je veux dire, c'est une passion active, hein, comme le dit le philosophe Ferdinand Alquier. Vous êtes animé de cette passion, une passion active. Mais cela vous a joué aussi bien des tours. Parce que c'est pas évident que vous soyez compris tout le temps. Oui, quand on est passionné, il faut savoir alimenter. Il faut savoir l'alimenter. Il faut savoir la nourrir. Et moi, je suis quelqu'un qui ne fait pas les choses à moitié. Quand j'aime quelque chose, je l'aime. C'est la preuve que vous êtes entier. Voilà, je suis entier. Dans mes amitiés, dans mes relations, dans mon travail, dans tout ce que je fais. Et dans votre relation à Dieu aussi. Parce oui, que ça, oui, c'est très important. Pour moi, tout ça, c'est important. Parce qu'il y a une fidélité qu'il faut avoir. Moi, par exemple, établir une amitié avec quelqu'un, pour moi, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que je suis entier et j'attends également la pareille en retour. En clair, pour durer aussi dans ce métier, il faut avoir des valeurs, il faut les cultiver. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on parle de passion, on parle beaucoup de passion, mais il faut savoir qu'il est important d'être quelqu'un qui a des choses à offrir qui sont pertinentes. Quand aussi on est passionné et qu'on évolue dans un milieu bien précis, faut pas vouloir, par exemple, je dirais, réussir au même rythme que les autres. Et sinon, vous allez tomber dans les compromissions. Moi, je suis un homme de radio, je sais qu'il y a pas mal de personnes, par exemple, du fait que on les entende, ou bien qui par la suite deviennent des hommes de télévision, on les voit, ils deviennent célèbres et tout ça. Donc, il y a pas mal de propositions les plus indécentes qui peuvent parvenir et tout ça. Il y en a qui estiment que, bon, il n'y a pas de problème, on peut sauter le pas et tout ça. Moi, ce n'était pas mon truc. Moi, il y a beaucoup de choses que je ne faisais pas. Parce que pour moi, ce n'était pas vraiment une obligation de passer par ces voies détournées-là pour atteindre mon objectif. Surtout que je ne cherchais pas à être célèbre. Alors, très tôt, vous avez baigné en fait dans un environnement musical. À la maison, papa fait de la musique. À la maison, on écoutait du B.B. King, Otis Redding, et Ray Charles et tous ces gens. Du coup, vous avez eu une culture musicale assez structurée.
Voilà. Et c'est ce qui vous a prédisposé aussi à aller vers ce métier en entendant les grandes voix de l'époque qui vous ont vraiment fasciné. Oui, ça m'a beaucoup aidé parce que je baignais dans cette atmosphère, dans cet univers, mais j'étais curieux aussi. C'était pas juste écouter. Moi, j'étais curieux, je voulais savoir qui étaient ces gens qui chantaient, c'était quoi l'histoire qui les accompagnait, c'était quoi le contexte véritable. Et c'est cette source d'anecdotes qui a fait aussi votre marque de fabrique. C'est ça. Quand vous étiez devenu voilà, parce que quand j'arrive à la radio, je me dis qu'est-ce qui me permettra de me distinguer. Et tout de suite, je réalise que quand j'étais plus jeune, avec mes amis du quartier, même à l'école, chaque fois qu'il y avait des questions relatives à l'actualité musicale, c'est vers moi que les gens se tournaient. Je me suis dit, bon, je peux partager ça au plus grand nombre. Ça, Donc voilà comment est-ce que je continue à me documenter et puis à affiner mes connaissances et ça devient ma marque de fabrique en fait. Très bien. Martial Hassem, avant de poursuivre notre échange autour de votre récit autobiographique de Yopougon à New York, nous allons lancer notre tout premier magnéto. Dis-moi ce que tu as lu. Alors, le dernier livre qu'il y a eu à lire, c'est Le Prince de Nicolas Machiavel. Pas un livre en tant que tel, c'était un livre de philosophie. Là, ça parle de... On sait que Nicolas Machiavel, c'est un philosophe athée, voilà, qui s'oppose un peu à tout ce qui est attrait à la religion, tout et tout. Voilà. Mais il y a tellement longtemps qu'il y a eu à retenir quelques parties, par exemple, le passage où on dit « ce qui est fait pour toi, sans toi, est fait contre toi ». Quand tu as le pouvoir, tu fais appel. Non, quand tu veux prendre le pouvoir, tu fais appel à Dieu, mais quand tu as le pouvoir, tu gouvernes avec le diable. Bon, il y a quelques parties, ça fait un peu longtemps que j'ai oublié d'autres trucs. Il y a Rebelle de Fatou Keïta et La Voix de Marie, et ensuite la suite de La Voix de Marie qui est Le Printemps de la fleur fanée. Moi déjà, je suis quelqu'un de très sensible, genre, comme on appelle, humanitaire, et c'est des œuvres qui ont beaucoup plus attiré mon attention sur la société, ce que les gens vivent de façon naturelle. Ça, c'est des livres qui ont éveillé, comme on appelle, ma conscience sur des situations qui peuvent bouleverser la vie des gens du jour au lendemain et qui nous donnent des leçons qu'il faut apprendre à vivre la vie de façon dont elle arrive, qu'on l'accepte et puis qu'on ne pense pas à demain. Voilà quoi. Alors, Martial Hassem, votre premier contact direct avec la radio, ce fut au cours d'un casting à Radio Jam. Oui, Radio Jam en 1997. Et ça s'est pas bien passé. Enfin, pas bien passé, je ne dirais pas, parce que, bon... Vous n'avez pas été, voilà, vous avez été recalé. Je n'ai pas été rappelé, sinon on m'a pas... Mais ça aurait pu vous décourager aussi. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je suis arrivé sur place, j'ai découvert un univers, j'ai découvert des gens, j'ai découvert des manies, j'ai découvert même une façon de décourager ceux qui venaient être candidats au casting. Parce qu'il y avait quelqu'un qui était là qui disait que ceux qui pensent, s'ils n'ont rien à dire, ce n'est pas la peine qu'ils viennent leur perdre le temps. Tu vois. Et puis, ils nous ont fait entendre quelqu'un qui était plus expérimenté, qui avait une voix, qui portait et tout ça. Donc tout ça, ça visait à peut-être nous tester, à savoir est-ce qu'on était prêt à faire face à la concurrence. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis bon, après je suis parti. Je dis, j'ai attendu le coup de fil, mais pas longtemps. Je me suis fait une raison. Je me suis dit, si on ne m'a pas appelé, peut-être que ça n'a pas été concluant. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer à espérer qu'un jour il y ait un autre casting après. Et ça vous a même motivé même. Bien sûr, et puis donc j'ai été prêt pour lorsque j'ai entendu que Radio Yopougon ouvrait ses portes. Exactement. Alors, mais avant de parler de l'expérience de Radio Yopougon, moi, il y a un passage dans votre livre qui m'a beaucoup touché, c'est l'hommage que vous rendez à votre maman, qui vous a éduqué à la dure, en fait. Et donc, ça aussi, ça vous a aidé dans votre parcours à braver les épreuves. Bon, les épreuves, vous en avez tellement eu, vous en avez tellement connu. Et je vais lire ce passage, c'est aussi, vous lui rendez vraiment hommage, c'est très touchant. C'est aussi une femme au fort caractère qui savait se faire respecter, de moi en particulier.
Surtout quand, cédant à la fougue et aux envies de rébellion de l'adolescence, je lançais contre mon entourage des gros mots. Les baffes qu'elle m'appliquait alors, sans ménagement, sur la joue, étaient de nature à me ramener à la raison et à une conduite convenante. Est-ce que, aujourd'hui, c'est comme ça que vous éduquez vos enfants? Non, pas du tout. Les temps ont changé. Non, c'est pas parce que même les temps ont changé, mais je suis pas, moi, c'est pas ma nature. Ouais. Je culpabilise très, très vite, même lorsque je hausse le ton, ce genre de choses. Mais ma mère a été vraiment. Parce que moi, ma mère, elle vient d'une famille très, 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 très modeste et qui, elle aussi, a eu ses moments de difficulté dans sa vie, qui s'est arrêtée très tôt pour ce qui est des études. Et donc, c'est quelqu'un qui a dû se construire parce qu'elle n'a jamais travaillé véritablement. Elle a eu à faire quelques petites activités, mais elle ne dépendait majoritairement que de son mari. Tu vois. Et donc, je l'ai vue. Et elle a partagé beaucoup de choses avec moi. Ma maman a partagé tellement d'histoires avec moi. Depuis que je suis petit, elle me parlait de sa vie, de sa jeunesse, des choses qu'elle a eu à vivre. Peut-être que ça vous inspirerait en livre. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Et elle a toujours été avec moi, à me balader avec elle dans les différentes dédales de marché. Au départ, je n'étais pas très content, mais à la fin, très fusionnel. Voilà. Oui, très fusionnel, très fusionnel. Mais c'est grâce à elle même que j'apprends l'opportunité du casting à Radio Yopougon. C'est elle qui m'informe, qui me dit j'ai entendu qu'il y a un casting là-bas, les gens sont en train de parler, tout ça, va tenter ta chance. C'est ça. Voilà comment est-ce que j'y vais. Donc ma maman, c'est quelqu'un que c'est normal, je l'aime beaucoup, on a une relation très forte. Très bien. Alors, après l'expérience de Radio Jam, il y a eu Radio Yopougon, comme vous en parliez tout à l'heure. Mais vous n'étiez pas diplômé en journaliste? Non. Est-ce que ce n'était pas à l'époque handicapant pour vous? Non. En fait, comme tu l'as dit tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de passionné. Ouais. Quand j'aime que ce soit quelque chose ou quelqu'un, je mets les moyens qu'il faut pour pouvoir réaliser ce que je veux atteindre. Donc, certes, j'étais en première année d'université, je n'avais pas de diplôme et tout, mais je dis la passion était trop forte. Ouais. Donc, même quand j'allais faire part de mes intentions au responsable de la radio et qu'il m'opposait une fin de non-recevoir et tout, ça ne me décourageait pas. Moi, je revenais tous les jours. Chaque jour, je revenais. Ça m'a pris peut-être 3 semaines, voire un mois. Je suis revenu chaque jour jusqu'à ce qu'ils me disent un jour qu'il y a un casting qui sera organisé. Viens, te présenter, on va voir ce que tu veux. C'est ça. Et je suis venu. À force d'insister. Voilà, j'ai insisté, j'ai persévéré, et voilà. Et qu'avez-vous ressenti la toute première fois que vous vous êtes assis dans un studio, face à un micro, à la tête de votre propre émission et le générique du début lancé? Je n'ai jamais oublié ce jour-là parce que c'était une émission du réveil matinal. C'était à 6 h. Donc il fallait se réveiller plus tôt. Beaucoup plus tôt. Pour conduire l'émission et tout. Ça a été quand même quelque chose de très particulier parce que, bon, c'est vrai que j'avais déjà eu l'expérience un peu du micro parce que j'ai un de mes grands frères qui avait une unité de sono mobile. Donc souvent, je l'accompagnais, ce genre de choses. Mais me tenir là dans une cabine radio en me disant qu'il y a pas mal de personnes qui m'écoutent dans une commune, c'était autre chose. Donc il y avait le trac, mais j'étais déterminé. Ouais. Donc je me suis mis derrière le micro. J'ai fait une introduction. Je me rappelle, la première chanson que j'ai jouée, c'était Amour de Chantal Taïba. Oui, Chantal. Et vous dites même que cela vous a porté bonheur. Tout à fait. C'était Amour de Chantal Taïba. Et dès que j'ai fait mon introduction et que la musique est passée, il y a le technicien qui m'a fait un coup de pouce là. Il y a les responsables de la radio qui ont appelé également au téléphone pour dire que c'est très bien et tout ça. Vraiment, il a de l'avenir et tout ça. Donc, tout ça, ça m'a encouragé et donc ça m'a permis de conduire mon émission. Mais c'était un amateur qui commençait. Et puis, il y a les moments de galère. Quand on commence, on ne gagne pas beaucoup d'argent. Il faut donner beaucoup de soi pour écrire, réaliser ses émissions. Et parfois, il vous arrivait de quitter Yopougon pour Marcory. Et puis... continuer le reste du chemin à pied. Oui, continuer le reste du chemin à pied. C'est le prix de la passion. Ouais. Quand je raconte, je parle de la réussite à certaines personnes, je leur dis, la réussite est un projet. Et c'est un projet dont il faut savoir le coût. Donc quand on a envie de réussir, il faut se donner les moyens. Moi, je savais que c'était l'un des moyens par lesquels je devais passer pour pouvoir m'affirmer, mais surtout pouvoir me positionner. Donc,
S'il fallait que j'aille en zone 4, en prenant le bus, en me faisant piétiner et en subissant tout ce que tu peux imaginer comme transpiration et tout ça, et marcher après, aller me retrouver dans un bureau où on me fait attendre pendant 3 heures avant de me recevoir, ou même souvent on me dit que le gars n'est pas là et tout ça. Si c'était le prix à payer, j'étais prêt à y arriver. Et c'est ce que je faisais. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, vraiment, la majorité des jeunes ne sont plus dans cette disposition d'esprit pour apprendre, se donner le temps d'apprendre, se donner le temps d'éprouver le métier qu'ils ont choisi, tout de suite ils veulent se faire connaître. Non, je pense que c'est l'époque même qui est comme ça. On veut avoir tout de suite et maintenant. Sur les réseaux sociaux, par exemple, vous voyez des contre-modèles, je dirais, parce que quelqu'un s'est réveillé un matin et qu'il a dit qu'il avait de la mousse dans le creux des oreilles et qu'il a dit débiter pas mal de choses, automatiquement il est reçu par les autorités. D'autres personnes qui ont un chien qui, je sais pas, qui fait quoi, on le reçoit à la télévision, on consacre, comme si on est un peu dans une sorte d'air du vide. Oui, et puis c'est la culture de la futilité. Voilà, donc tout le monde se dit qu'il peut réussir. Tout le monde se dit qu'il peut réussir, mais il ne savent pas ce qu'englobe le vocable réussir. Donc c'est vraiment, il faut savoir, les jeunes aujourd'hui, je ne leur en veux pas tellement. Mais pour moi, le plus important, c'est de pouvoir ils sont de leur époque les réveiller. C'est ça. Il faut les réveiller, il faut attirer leur attention pour leur dire que la vie, elle est faite de difficultés. Et que les difficultés vont survenir à un moment de votre vie. Et il faut être là, il faut être prêt à pouvoir soit les contourner, soit les surmonter. Et puis elles sont formatrices. Voilà, surtout, mais moi en fait, ce qui m'intéresse surtout quand on parle de la jeunesse, surtout au niveau des hommes de médias, c'est leur dire qu'il faut savoir pourquoi est-ce qu'ils arrivent dans ce métier. Déjà. Voilà. Quand on sait pourquoi on y est, ça nous permet de savoir comment poser les pas les uns après les autres. Parce qu'on a une très 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 grande responsabilité. La responsabilité est énorme. On ne vient pas là parce qu'on veut être célèbre. La célébrité pour moi c'est une conséquence du travail qu'on a eu à faire. Parce que il faut collecter l'information, qu'elle soit juste, qu'elle soit impartiale. Il faut qu'elle soit équilibrée. Après Yopougon, retour à Fréquence 2. C'est ça. Dans votre parcours, il y a quand même eu ces mouvements-là à aller... Parce qu'en fait, j'ai commencé à Yopougon. Après Yopougon, j'étais à Fréquence 2. Après Fréquence 2, je suis allé au UCFM et après aux États-Unis. Et quand je suis revenu en Côte d'Ivoire, j'ai travaillé à la radio de la SEC et juste après, je suis revenu à Fréquence dans 2015. Mais là, en tant que... À la demande de votre ami Didier Bleu. Alors... ONUCI FM, c'était le vrai tournant de votre carrière. Tout à fait. Comment vous l'avez vécu? Comment êtes-vous passé d'ONUCI FM à New York? Alors, ONUCI FM, effectivement, ça a été un très grand tournant parce que ça m'a permis de sécher mes larmes qui étaient dues aux frustrations, aux injustices que j'avais vécues à Fréquence 2. Quand j'ai touché 60 000 francs par mois, alors que je vais recevoir plus, et que pendant les 4 ans que j'ai eu à officier à Fréquence 2, rien n'a été fait pour pouvoir réparer cette injustice. Donc avec ONUCI FM, c'était un peu comme si on redorait mon blason en fait. On reconnaissait mon talent, on reconnaissait ma valeur et on me payait à la hauteur de mon talent et de ce que je pouvais offrir. Donc là-bas, je travaillais vraiment dans un environnement où je m'éclatais en fait. C'est ça, je m'éclatais et l'autre opportunité qui va vraiment changer ma vie, c'est que ma directrice de l'époque me dit: tu es un très bon animateur, mais je pense qu'on a besoin de toi à la rédaction. Il faut que tu y viennes. Bon, c'est vrai que j'étais très réticent parce que je me disais comment est-ce que les doyens là vont m'accueillir, les journalistes. Mais au final, ils ont été très bienveillants, ils m'ont reçu et ça s'est très bien passé. Et justement parce que j'ai fait ce choix que l'opportunité des Nations Unies m'a été profitable. C'est ça, parce qu'ils avaient besoin d'un journaliste au niveau un touche-à-tout aussi. Voilà, un touche-à-tout, mais vraiment un journaliste. Qui viendra les aider au niveau de la radio. Voilà. Au niveau de la radio même. Ils avaient besoin d'un journaliste présentateur, quelqu'un après qui pourrait également rédiger des textes, des articles pour le site internet. Donc c'était utile. Donc voilà, c'est comme ça que l'opportunité s'est faite. Après un appel à candidature internationale, c'est moi qui ai été retenu. Alors, et à New York, c'était très compliqué. L'éloignement de la famille, l'éloignement du pays. Et surtout le racisme, le climat et tout ça. Alors c'était difficile parce que là j'étais confronté à l'environnement professionnel international. Parce que je suis le jeune Africain qui vient de débarquer. C'est un autre niveau. Voilà, je suis le jeune Africain qui débarque d'Abidjan. C'est-à-dire qu'un poste que
pas mal de personnes souhaitaient obtenir par le monde entier, et même au sein du bâtiment de verre. Les gens qui, donc, on veut savoir qui est-ce qui arrive. Un jeune Africain qui arrive de Yopou, d'Abidjan, là, et qui n'a pas une expérience dans une radio internationale, c'est lui qui est recruté. Donc, automatiquement, tu seras testé. Sur tous les plans, tu seras testé. Il y a des moments où on va te faire douter de ce que tu mérites d'être à la place que tu occupes en ce moment. Donc, oui, il a fallu que je fasse preuve de résilience, que je sache pourquoi j'étais là, parce que j'avais un contrat qui était un peu, qui n'était pas vraiment, je ne dirais pas qu'il n'était pas mon avantage, mais qui ne me permettait pas de pouvoir me plaindre à tout bout de champ. Et dans ma tête, c'était, écoute, ça fait partie de la vie. Prouve aux gens, au lieu de pleurnicher, au lieu d'aller te plaindre, que ce travail-là, tu vas le faire et tu vas leur prouver qu'ils ne peuvent pas t'avoir, ils ne peuvent pas te démoraliser, pas possible. Et c'est ce qui est arrivé. Mais c'était pas facile de vivre ça pendant longtemps. Ah non, non, non. Au quotidien, pendant longtemps. Ah non, non, au quotidien, c'était difficile. Moi, j'arrivais au travail, la boule au ventre. J'arrivais, c'est-à-dire que c'est comme si j'étais dans un environnement, c'est pas comme si, j'étais dans un environnement toxique. Un environnement qui n'est pas propice, qui ne favorise pas l'épanouissement d'un professionnel. Et ça a été difficile, mais il a fallu que je me mette au-dessus. J'avais pas le choix. J'avais, à l'époque, j'avais mon épouse, mon fils venait de naître et tout. Et pour eux, vraiment, j'étais prêt à aller au charbon, comme on dit. Et puis, il y a la vraie peur que tout s'arrête un jour. C'est-à-dire que ce contrat vienne à terme. Et surtout qu'il n'y ait plus de possibilité de le renouveler. Il n'y a plus de possibilité de le renouveler. Et de garantir cette vie. Et de garantir sa vie professionnelle. On a de la famille. Tout le monde est à Abidjan. On pense à vous. Et là, ça a été un vrai calvaire. Oui, ça a été... Parce qu'en fait, quand je suis arrivé aux Nations Unies, j'y étais sur la base d'un contrat temporaire. Est-ce que c'était un bon contrat qu'on vous avait proposé à l'époque? Écoute, moi, comme je le dis tout le temps, je ne rêvais pas d'aller en Occident. Ça s'est présenté à moi et j'ai saisi l'occasion. Il y a des meilleurs contrats que ça. Il y a des meilleurs contrats que ça. Ça aurait pu être un meilleur contrat. Oui, ça aurait pu être un meilleur contrat parce que normalement, ce type de contrat, on le signe en termes d'expatriation. C'est un contrat international. Mais là, le contrat que j'avais signé, c'était un contrat local. C'est comme si on m'avait recruté à New York directement. Mais bon, pour moi, ce n'était pas un problème. Pour moi, le but, c'était de pouvoir vivre une nouvelle expérience dans un nouveau pays, dans un nouvel environnement de travail, et puis croître également, professionnellement, socialement. Donc, je veux dire, je n'ai pas été contraint. Je l'ai signé de façon volontaire parce que j'avais moi-même un intérêt à le faire. Mais aussi, ce qui m'importait, c'était de vivre une nouvelle expérience. Vivre une nouvelle expérience, et pour moi, c'était le plus important. Mais elle était douloureuse. Elle était douloureuse. Le racisme, elle est douloureuse. Surtout avec cette Égyptienne que vous n'avez même pas nommée. Oui, mais comme j'ai dit, ça fait partie de la vie. C'est vrai que j'aurais voulu être traité différemment. Parce que j'estime que quand on évolue entre collègues, il y a un minimum à avoir. Tout à fait. Malheureusement, les choses n'ont pas été faites comme je le souhaitais. Et aussi, ça a prospéré parce que je pense que quand on évolue dans un environnement professionnel et qu'on a quelqu'un qui est le leader, qui supervise toutes les équipes, c'est par lui que doit passer tout ce qui permet aux uns aux autres de savoir comment se comporter. Mais lorsque cette personne elle-même joue un peu le jeu et est complice, bon, c'est la porte ouverte à toutes les injustices. À toutes les déviations, tu vois. Donc, si ça a prospéré, c'est parce que bon, il n'y avait personne pour amener cette personne à l'ordre. Mais je me suis dit qu'il fallait que je fasse, il fallait que je sois là. En tout cas, au moment où ça se passait, je n'avais pas d'autre alternative. Donc, il fallait. Mais pour moi, le plus important, c'était de me faire respecter par la qualité de mon travail. Et je pense que au final, ils sont rendus compte d'une chose, c'est que le monsieur, on essaie par tous les moyens de le briser. Et puis on vous envoie en Turquie. Voilà. Envoyé spécial. Oui, en Turquie, je pense que c'était une façon pour eux de reconnaître que... Ils se sont trompés. Ils se sont trompés sur mon compte et que ils ont vu en moi quelqu'un qui méritait sa place dans cette unité. Et voilà. Martial Hassem, nous allons marquer la deuxième pause de notre rendez-vous avec notre rubrique « Le livre qui vous a marqué ». Il y a l'appel de John Steinbeck, un livre qu'on a utilisé
C'était en troisième, mais vraiment qui m'a particulièrement marqué. Par rapport à l'histoire, un monsieur pauvre, sa femme et son fils. Bon, il était vraiment riche. Maintenant qu'il a découvert la perle, il a eu tous les problèmes du monde. Parce que là, il devait être riche, les gens l'ont combattu parce que les riches ne voulaient pas qu'il soit riche, qu'il reste dans son état de pauvreté. Donc vraiment, il a tout perdu. Même son fils, il aimait bien. Donc vraiment, l'histoire de ce livre-là m'a vraiment marqué. Retour en plateau. Ce qui était aussi dur, c'était le blues de l'éloignement. Ouais. L'éloignement de la famille, l'éloignement des parents, l'éloignement du pays, surtout à un moment où ça chauffait au pays. Ouais. C'était dur. Hein. Ouais. C'était hyper dur parce que quand j'étais au niveau de la rédaction de la radio de l'ONU à New York, c'était moi qui étais le point focal je me chargeais de traiter tout ce qui était en lien avec la Côte d'Ivoire. Donc j'étais en rapport avec l'ONUCI et c'est moi qui collectais les différents sujets qui étaient traités et c'est moi qui faisais des propositions aussi, ce qui était pertinent. Les angles. Voilà. Donc, et puis tu vois, il y avait des causeries au sein de la rédaction sur la Côte d'Ivoire, sur la façon dont les choses se passaient et tout. Et moi, je vivais ça doublement. Ouais. C'est-à-dire que mes parents étaient sur place. Ouais. Qu'est-ce qu'ils devenaient, comment ça se passait. Et puis c'est votre pays. C'est mon pays. Et donc c'était dur. Donc il y a certains propos que j'entendais qui me fendaient le cœur, qui me déchiraient, mais je ne trouvais pas... En fait, pour moi, le plus important, ce n'était pas de débattre avec les uns et les autres. C'était de peut-être avoir la force de prier pour mes parents parce que tout pouvait arriver à n'importe quel moment. C'était difficile. Ouais. Dans ce récit, il y a deux autres moments qui m'ont plu. C'est l'expérience ratée du Gabon. Et puis, il y a eu cette aventure malienne. Je pense que c'est aussi à ces moments-là que vous avez eu beaucoup plus recours à Dieu pour pouvoir tenir debout. Parce qu'au Mali, c'était quand même terrible. Ouais. Je me suis beaucoup appuyé sur ma foi en Dieu pour évoluer dans ma vie. Alors d'abord, au niveau... L'épisode du Gabon auquel tu fais allusion, c'est lorsque l'un de mes collègues, il y avait une possibilité d'offre d'emploi qui m'aurait permis d'avoir une situation plus stable, plus confortable, tu vois. Et malheureusement, au dernier moment, les choses ne se passent pas comme je souhaite. Ça a été très dur pour moi parce que il y avait eu tellement d'expériences. Voilà, il y a eu tellement d'attentes. Il y a eu tellement d'expériences, tellement d'expériences que j'avais vécues où je souhaitais que ma situation change. Et cette dernière expérience-là était vraiment celle qui était déjà acquise. Et malheureusement, au dernier moment, je me rends compte que bon, ça m'échappe, ça a été dur. Mais j'ai dû m'accrocher. Au Mali également, c'est pareil, puisque bon, je suis loin de ma famille. Aux États-Unis, au moins, j'étais avec ma femme et mon épouse, mon épouse et mon fils. Mais au Mali, je suis pendant 6 ans, sans femme, sans enfant, mes amis, mes repères ivoiriens et tout. C'était compliqué, c'était difficile. Et donc, je patientais vraiment les moments où je devais retourner à Abidjan parce que c'était compliqué. Mais je ne pouvais pas partir. Je ne pouvais pas partir parce que ma présence au Mali était aussi liée à pas mal de projets sur lesquels je travaillais, sans lesquels il ne pouvait pas évoluer. Donc, je prenais mon mal en patience, en fait. Et c'est pourquoi, par exemple, écrire m'a fait beaucoup de bien. Passer mon diplôme, mon master en management des médias m'a fait beaucoup de bien parce que c'était des moyens pour moi de m'évader. Et même la prière également a été, pour moi aussi sur le plan spirituel, ça a été un grand moment de découverte, de redécouverte de ma foi, de moi-même, de mon lien avec Dieu. Et les 6 ans que j'ai passé au Mali, je dis souvent que ça a été un désert, comme le désert fut un moment de révélation pour Jésus et Jean. Donc pour moi, c'est très important. Alors, nous, notre dernière rubrique, c'est la rubrique, dis-moi un proverbe de chez toi. En fait, on va dans la rue et on demande à un passant de nous dire un proverbe dans sa langue, mais un proverbe de chez lui. D'accord. Chez nous, en Baoulé, il y a un proverbe qui dit c'est « encore assez à quoi tonfler ».
Cela veut dire tout simplement, si tu vois une poule, tu as pensé que la poule là, elle ne transpire pas. Pourtant, la poule qu'elle a là, elle transpire. Ça veut dire, tantôt il y a des jeunes qui ont la tendance de dire, est-ce que les parents se soucient de moi? Est-ce que les parents se soucient de moi? Cela veut dire tout simplement, pourtant, en général, ces personnes-là, comment ça va? Je dois préciser que ce livre se lit aisément. Merci, c'est très vrai. Facilement. C'est très fluide. Et en tout cas, c'est un objectif atteint, c'est un exercice réussi. Et je voudrais dire aussi, c'est un vrai travail de mémoire qui a été fait, qui nous raconte une époque, un métier et des gens, des acteurs de ce métier, de cette époque. Mais aujourd'hui, le métier évolue. Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur la radio qu'on écoute de moins en moins, qui est en compétition avec Internet, qui disparaît? Quel regard jetez-vous aujourd'hui sur le métier, comment il se fait et comment le projetez-vous dans 5-10 ans? Ça nous ramène à une question qu'on a évoquée tout à l'heure, c'est pourquoi est-ce que les gens arrivent à certains métiers? Pour moi, la radio, c'est quelque chose de très très magique, c'est le médium le plus accessible et le plus démocratique dans le sens où qu'on soit pauvre ou qu'on soit riche, c'est l'un des premiers médiums auxquels on recourt quand on a besoin d'informations. Donc, ceux qui y arrivent, il faut qu'ils soient vraiment, vraiment des gens qui ont le souci d'apporter une information pertinente à ceux qui les écoutent. Parce que moi, je suis de ceux qui estiment que si c'est pour juste venir parler à la radio pour dire bonjour, bonsoir, on a écouté, tant on a fait, si on a fait, tout, on peut prendre quelqu'un dans la rue et puis lui mettre les mots dans la bouche. Il faut qu'on ait envie de raconter des histoires et de bien les raconter, de choisir les mots qu'il faut, de choisir surtout les émotions qui vont avec. Donc ceux qui viennent à la radio, ce n'est pas juste pour devenir star, pour devenir célèbre, non. C'est parce qu'on a quelque chose à apporter. Je suis de ceux qui estiment que être un homme de médias, c'est être généreux. À la base, quand on est généreux, on a envie de partager avec les gens et on se donne le moyen d'y arriver. Donc il faut que ceux qui pratiquent ce métier-là intègrent ça et qu'ils essaient de travailler en y pensant. Deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, je pense que la radio doit avoir dans Internet ou dans le numérique un allié puissant. Parce que, pour se réinventer. Oui, pour se réinventer parce que, par exemple, aujourd'hui, toutes les radios se mettent à la version filmée. Pourquoi ? Parce que ça leur permet de pouvoir exister dans le temps. Quelque part, je déteste ça. Oui, je sais, mais ce sont les nouvelles exigences. Parce que ça permet aux productions d'exister dans le temps, d'être sauvegardées. En fait, c'est comme si on avait une mémoire qui durait plus longtemps. Par exemple, lorsque vous diffusez une émission à la radio, dès que c'est fini, si vous ne l'avez pas enregistrée, vous n'aurez même pas la possibilité de la rediffuser. Aujourd'hui, si vous faites votre émission qui est filmée ou qui est retransmise directement sur les réseaux sociaux, vous avez un système d'archivage systématique qui est déjà, pour moi, un avantage. Et les réseaux sociaux se nourrissent de quoi? Ils se nourrissent de la vie des gens. Bien sûr, Or, la radio, c'est un média qui, justement, interroge ce genre d'acteurs. Qu'on soit journaliste, qu'on soit un homme public, qu'on soit un anonyme, on a toujours des gens qu'on arrive à faire découvrir. Donc je pense que le numérique est un allié très très important pour la radio et que la radio a de beaux jours devant elle. Elle va exister pendant longtemps. Peut-être que c'est le format du médium qui va changer. C'est ça, oui. Comme ça a été au fil des décennies. Mais sinon, ça va rester pareil. Très bien. Quelle est la suite que vous donnez à votre livre? Là, vous faites le tour des collèges pour en parler. C'est ça, je fais une tournée des écoles. Mais là, vous profitez pour faire des masterclass. En fait c'est un prétexte pour initier des masterclass. Le but pour moi, c'est de pouvoir parler aux jeunes de la façon dont on se prend pour pouvoir réussir dans sa vie. Et pour réussir dans sa vie, il y a des éléments à ne pas rater, notamment le talent, la discipline, la rigueur. Et c'est aussi un moyen pour moi de les emmener à prendre rendez-vous surtout avec l'excellence. Et se dire que la jeunesse, c'est une période qui n'est pas éternelle. Parce que contrairement à ce que pas mal de jeunes pensent, ça ne va pas durer. C'est un moment qui est très court, mais pendant lequel il faut prendre des décisions qui vont avoir un impact sur notre vie, que ce soit négatif ou positif.
Donc c'est très important. Donc c'est les emmener à être conscients de toutes ces choses-là. Et à se questionner. À se questionner surtout. À se dire que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ça. Leur dire qu'il faut croire en soi. On peut partir de Yopougon pour arriver à New York ou en Australie ou quoi que ce soit. Mais ça ne dépend que de vous. D'où la citation, la réussite est une responsabilité individuelle. Il faut que vous vouliez véritablement, que vous souhaitiez véritablement réussir pour que cela puisse se passer, pour que cela puisse arriver. Et comme le dit Kant, il dépendra toujours de nous que le présent délivre ses promesses d'avenir. On ne peut pas dire mieux que ça. Merci Martial Assem C'est moi qui te remercie. de Yopougon à New York. C'est votre bébé. C'est ça, tout à fait. Alors, on lui souhaite beaucoup de jeunes frères. Merci beaucoup. On va y travailler. Très bien. Merci et très bonne journée. On se retrouve la semaine prochaine.